Donc, je suis Astrid Ruff, ne pas confondre avec Astrid Starr, qui est une chercheuse spécialisée dans le judéo-chrétien. Moi, je ne suis pas chercheuse, je ne suis pas universitaire, je suis artiste, chanteuse essentiellement. J'étais aussi danseuse, je suis comédienne, je suis aujourd'hui chef de chœur et metteur en scène. Mais l'essentiel de mon activité, c'est le chant. Et depuis beaucoup d'années, je me suis spécialisée vraiment dans la chanson yiddish. Donc ça, c'est un domaine que je connais vraiment bien. Et de ce fait, j'ai aussi beaucoup travaillé sur la langue yiddish, bien que je ne parle pas, je chante, comme je dis toujours, je chante couramment le yiddish, mais je le parle pas. C'est pas une langue que j'entendais à la maison. À la maison, ma mère parlait allemand avec ses parents, c'était des juifs allemands. Donc j'ai appris le yiddish progressivement. Et je connais beaucoup de choses autour de ça, mais je suis vraiment spécialisée dans la chanson. Et quel moment tu as commencé à apprendre les yiddish? Alors, il y a eu l'arrivée de Raphaël Goldwasser. Peut-être Oui, vous avez entendu parler de lui, toi oui, certainement oui, Yoav, oui. n'est-ce pas? Puisqu'il était passé par Israël, c'était quelqu'un polyglotte, il parlait vraiment toutes les langues. Et sa langue, ses langues maternelles, c'était l'espagnol, puisqu'il a grandi en Argentine, et le yiddish. Il est allé dans une école, ça existait encore dans ces années-là. Il est un petit peu plus âgé que moi, il est né en 47. Et bien, quand il était enfant, il y avait une école où on apprenait tout en yiddish. L'espagnol, il l'apprenait de toute façon, mais le yiddish, il s'est vraiment spécialisé. Donc, toutes les matières, il les faisait en yiddish dans cette école. Et aussi, bien sûr, il a appris la littérature, la poésie, tout ça. C'est un grand connaisseur de la culture yiddish. Et il est arrivé à Strasbourg en 1992 et on a rapidement fait connaissance et on a beaucoup travaillé ensemble. Et entre autres, il nous a donné des cours de yiddish à un moment. Et puis aussi, on a monté des pièces. Alors que moi, je parle pas et je parle toujours pas le yiddish. On trouvait un système dans nos pièces où lui parlait en yiddish et moi, je donnais la réplique en français. Comme ça, si les gens n'avaient pas compris ce qu'il avait dit, eh bien, à travers ma réponse, ils le comprenaient. Et puis, voilà, c'est à travers lui que j'ai commencé à me rapprocher du yiddish. Et puis finalement, ça a été une grande passion. Et puis, je chantais déjà. Et puis là, je me suis mise à aller chercher qu'est-ce qui se passait du côté du répertoire de la chanson. Et j'ai trouvé une mine, des richesses insoupçonnées. Et donc, je n'ai pas arrêté depuis et je n'ai pas encore arrêté de sonder et de chercher et d'apprendre des nouvelles choses et d'écouter des nouvelles choses et aussi de transmettre, puisque ça fait maintenant plusieurs années que j'anime une chorale qui ne chante que en yiddish. Alors, avant les yiddish, tu as chanté quelle langue? Toutes les langues, j'ai vraiment pas de préférence. J'ai adoré chanter en allemand, en français bien sûr, en anglais, en italien et en russe et même en turc, mais seulement une chanson. Et le turc, comment tu es arrivé au turc? C'était un projet où il y avait un autre chanteur et moi-même pour un concert. Je ne sais pas comment c'était. Il y avait du turc et du yiddish. Et puis il m'a demandé si je voulais chanter avec lui. C'était En Baris. Baris, Oui, le comment turc Baris. oui, c'est vrai, non, c'était bien avant. Non, non, Ah, c'était avant Baris. il n'était pas encore né, je crois. Ah oui, J'exagère un petit peu, mais en tout cas, il était très jeune. vous le connaissez, Oui, je le Baris. connais, oui, 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 il est très sympa, il est super. oui, je l'ai Euh, vu j'ai- à j'ai- l'Ulpan, il a étudié l'hébreu à Machébessadeh. ah Là, je oui, l'ai rencontré. il est même passé un peu au yiddish à un moment, il s'est intéressé à Oui. ça. Ah, Il et fait au ladino, naturellement, comme turc. ladino et turc, Ouais, et puis il joue du oud et ouais. non, un autre instrument, n'est-ce pas, turc, voilà. Donc non, c'était avant lui. Moi, ça n'avait rien à voir avec la culture juive. Je me rappelle que la chanson s'appelait Mavilim, ce qui veut dire des roses. C'est tout ce que j'ai retenu. D'accord. Et en fait, tu as un groupe de théâtre aussi. Non, non. Hein? Alors, mon groupe, c'est une chorale qui s'appelle Lomir Singen, mais c'est une chorale, mais les spectacles sont dans le genre de spectacle que j'aime et que je sais faire, c'est-à-dire quelque chose qui est effectivement un mélange de chant et de théâtre. Il y a toujours une narration et il y a toujours une mise en scène et on chante par chœur. Ce n'est pas la chorale traditionnelle où on est alignés tous et où on se cache derrière sa partition. Ça se passe pas comme ça chez moi. Et c'est ma sœur, Doris Angèle, là, elle est en train d'essayer de se brancher, je crois,
qui écrit les textes de transition. On travaille beaucoup ensemble. Mais c'est pour ça que ça se confond peut-être avec un groupe de théâtre, mais essentiellement, ce sont des chanteurs. Alors, en fait, c'est entre les chanteurs et les théâtres, on peut dire, quelque chose comme Oui, ça. bon, ça chante beaucoup, mais Ouais. comme on chante en yiddish, ça nécessite de réfléchir à la réception, quoi. Qu'est-ce que les gens vont comprendre? Est-ce qu'ils vont pas trop s'ennuyer s'ils ne comprennent rien? Alors, ça oblige à inventer une forme chaque fois un petit peu différente pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Alors, des fois, c'est une histoire, des fois, on raconte une histoire. On a fait une adaptation d'une nouvelle de Zinga, qui n'est pas Isaac Bashevis, mais son frère. Et donc, on a repris cette nouvelle et donc ma sœur a fait une adaptation. Donc, on racontait l'histoire, entre les chansons, on racontait l'histoire. Ou des fois, le dernier spectacle que j'ai monté, c'est un cabaret, ça s'appelle Cabaret Yiddish. Ça, c'est un petit peu l'histoire de, pour aller vite, l'histoire du peuple ashkénaze dans le dernier siècle à peu près des années 1900 jusqu'à plus ou moins aujourd'hui, à travers des chansons. Et donc, il y a une manière de présenter chaque chanson de manière qui soit vivante, qui soit pas comme ça, toute plate. Quelqu'un s'avance et dit maintenant nous allons vous interpréter et c'est deux et ça a été écrit en. Ça j'aime pas du tout. J'aime que ce soit intégré dans un jeu théâtral. Et voilà, c'est un petit peu la spécificité de nos spectacles. Alors, aujourd'hui, en fait, la culture des Yiddish, c'est ton activité principale? Oui, ça reste mon activité principale, à part les autres choses que je fais. Oui, on a aussi une émission, toujours avec ma sœur, à Radio Judaïka. Il y a le Yiddish aujourd'hui, donc on parle de l'actualité, quand il y a une traduction qui vient de sortir, ou un disque qui vient de sortir, ou une conférence intéressante, que ce soit à Strasbourg ou le plus souvent à Paris, parce qu'à Strasbourg, autour du Yiddish, à part nous, il ne se passe pas grand-chose, mais ou même internationalement, puisque maintenant, avec YouTube et les moyens modernes de communication, des fois, on connaît des choses qui se passent à New York ou ailleurs. Donc on en fait la publicité, quoi. On parle de toutes sortes de choses qui ont un rapport avec le Yiddish. D'accord. On peut parler plus tard, peut-être. Moi, j'avais une jolie expérience avec la culture des Yiddish. Je t'ai demandé il y a quelques années de réaliser une exposition sur le rôle de la femme dans la culture des Yiddish. Mm-hmm. Et c'était d'origine en Pologne. Et voilà. Tout honnêtement, au début, comme la demande était faite, je rigolais. La femme, culture yiddish. Je dis, c'est quoi le lien? Je n'ai pas compris. Mais en fait, c'est magnifique et si on regarde plus détaillé, comment vraiment les femmes en Pologne, à Łódź, a développé tout l'aspect culturel, littérature, bohémienne, et vraiment de la poésie, la musique, etc. Et par rapport à la langue des Yiddish. Alors, ouais. Mais ça, Pardon. on peut toucher plus tard. Et les choses que je voulais en fait te demander, en fait, l'origine de la langue des Yiddish. De la langue yiddish. Alors, la langue yiddish est née à peu près il y a 1000 ans et dans ces environs-ci, là, autour de Strasbourg, un petit peu plus au nord, n'est-ce pas, on dirait autour de Mayence, et en Allemagne, donc enfin, c'était pas l'Allemagne à l'époque. Et puis, à peu près au XIVe siècle, les Juifs sont partis en Pologne, enfin plus vers l'Est, où ils avaient été invités et bien accueillis, avec leur langue. Donc, c'était déjà quelque chose, la langue qu'on parlait ici. C'est plus du francique que de l'alémanique, puisque c'est plus au nord. L'alémanique, globalement, c'est le Strasbourg et le sud, et le francique, c'est plutôt Strasbourg et le nord. Ils sont au nord de Strasbourg. Donc, c'est la base germanique, c'est le terme très général, mais si on va plus dans le détail, ça s'appellerait francique. Donc, avec ce francique, donc un dialecte germanique, avec déjà des mots d'hébreu, ils sont partis plus vers l'Est, et comme ils vivaient de manière assez enfermée, pas dans des ghettos, mais dans des shtetl, ou entre eux, la langue est restée, n'a pas beaucoup bougé, n'a pas beaucoup suivi d'évolution, au contraire de toutes les langues qui, en général, évoluent beaucoup.
Et elle est restée un petit peu figée dans un Mittelhochdeutsch, on dirait en allemand, avec des mots d'hébreu. Et comme après, ils vivaient en Pologne, ou en Russie, ou en Ukraine, ou en Roumanie, eh bien, se sont rajoutés des mots de ces langues-là. C'est ce qu'on appelle les slavismes. Ouais. Donc, la base, c'est germanique. Il y a des hébraïsmes et des slavismes. Et dans les dernières années, enfin, depuis le début du XXe siècle, il y a aussi des mots qui viennent de l'américain, ce qu'on appelle le Yinglish. Voilà, donc c'est une langue, on appelle ça une langue de fusion, une langue faite de beaucoup d'autres langues, mais en fait, quand on est linguiste, on s'aperçoit que toutes les langues sont des langues de fusion. Toutes les langues ont subi des influences diverses. Mais disons que sur le yiddish, on peut dire de chaque mot d'où il vient. Ça, c'est un germe. Ça, c'est vraiment du vieil allemand. Ça vient de l'hébreu. Ça vient du russe. En russe, on ne dit pas tout à fait comme ça, mais presque, et ça ressemble. Et ça vient du polonais. Et ce qui fait que ça donne beaucoup de vie à cette langue quand on est en groupe de personnes, surtout si, oui, non, avec toute personne, et on essaie de traduire un texte. Alors, c'est vraiment intéressant parce qu'il y en a un qui a fait un peu de polonais ou dont l'arrière-grand-mère était polonaise, alors il connaît un tout petit peu. L'autre, il a un petit peu fait un voyage en Hongrie, alors il a retenu quelques mots. Alors chacun dit, ah ouais, je sais, ça vient de là, ça vient de là. Il comprend pas les autres mots, mais il comprend celui-là. Et l'autre, il comprend l'essentiel. Et donc, on met tout ça en commun et c'est très chouette, quoi. C'est très vivant. Est-ce que c'est vrai que le yiddish a différentes manières de parler? C'est-à-dire, le yiddish de Brooklyn n'est pas le yiddish de là-bas, et le yiddish de là, c'est pas le yiddish de là. Oui, alors ne parlons même pas du yiddish de Brooklyn, mais parlons du yiddish d'autrefois, quoi, quand il y avait des yiddishophones dans ce qu'on appelle le Yiddishland. Bien sûr, c'était un territoire très grand. Par exemple, si on compare avec l'Alsace, c'était beaucoup plus grand que l'Alsace. Et déjà, en Alsace, il y a le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, et on sait que même d'un village à l'autre, on ne prononce pas les mots exactement pareil. Ouais. On dit Grumbeere et Hartäpfel et Kartoffel du nord au sud de l'Alsace. Alors, ne parlons pas d'un territoire aussi grand que donc, ce qu'on appelait le Yiddishland, où il y avait plein d'accents différents. Ça se joue surtout sur les voyelles. Et après la Shoah et le fait qu'il restait tellement moins de locuteurs, on a décidé une prononciation, on appelle ça le yiddish standardisé, qui est plutôt la prononciation lituanienne. Et c'est celle-là qui s'est un petit peu imposée, pas complètement, mais disons, quelqu'un qui apprend le yiddish comme moi de manière universitaire, dans les livres ou dans les universités d'été, ou dans les recueils de chansons américains, eh bien, il va utiliser cette prononciation-là. Alors que les gens, par exemple de ma génération, qui ont encore entendu le yiddish à la maison, dont les parents parlaient yiddish, souvent, ils ont la prononciation polonaise. Et alors, ils disent, quand ils m'entendent moi, ils disent, c'est pas comme ça qu'on prononce, bien sûr, puisqu'il faut prononcer comme eux ont entendu à la maison. Alors, ça donne des petits conflits qu'on arrive à régler quand même, mais c'est pas toujours simple. Les gens sont déçus quand ils voudraient réentendre la langue de la maison, quoi. Et c'est pas celle-là qui s'est imposée au fil du temps. Donc, je pense qu'à Brooklyn, par exemple, ils doivent aussi, les gens qui parlent, tout le monde parle ce yiddish standardisé qui, encore une fois, est la prononciation plutôt lituanienne. Alors, est-ce que c'est vrai que la base de yiddish vient d'ici, d'Alsace? Oui, c'est ce que j'ai dit, de plutôt un petit peu plus au nord, la vallée du Rhin, Mayence plutôt, on dit ça, oui. Après, les gens qui sont restés ici ont développé une langue, c'est le judéo-alsacien, je crois que vous avez essayé d'en parler un petit peu hier, c'est la spécialité de Astrid Stark, il faut l'inviter une fois elle. Donc les gens qui sont restés sur place, le judéo-alsacien ressemble plus à l'alsacien, mais c'est un petit peu, il a moins ou pas, non, il n'a pas de slavisme, bien sûr. Mais c'est un petit peu la même formation de la langue, c'est-à-dire la base est de l'alsacien avec des mots hébraïques qui s'écrivent comme en hébreu mais ne se prononcent pas comme en hébreu. Et la prononciation aussi est un petit peu différente. Mais
Bon, la différence surtout, c'est que comme c'est resté ici en Alsace, il y a eu moins de locuteurs. C'est resté une langue plutôt de la campagne, une langue rurale, qui servait, dit-on, pour le commerce essentiellement du bétail. Et elle n'a pas développé un répertoire de chansons ou de littérature ou de poésie comparable à celui qui a été développé par le yiddish qu'on appelle par opposition oriental. Ce n'est pas comparable le répertoire. Ceci dit, c'est une langue tout à fait intéressante qui se perd quand même plus que le yiddish oriental vu qu'elle n'a été parlée qu'en Alsace. Alors, les hommes ont eu le droit, ou ils ont le droit, obligation de parler l'hébreu et étudier en hébreu, mais pas les femmes. Ouais. Alors pour les femmes, il existait une espèce de simplification des midrashim. C'était essentiellement des contes et des midrash qu'on appelle le Tsenaren. Tsenaren pour les femmes. Voilà, le Tsenaren qui était en yiddish et qui était, voilà, parce que les femmes, effectivement, n'avaient pas l'obligation d'apprendre l'hébreu. Et enfin, elles auraient peut-être bien aimé, mais on les a pas laissées jusqu'à récemment. Et du coup, elles lisaient cette espèce de simplification en yiddish. Donc, c'est pour ça que, au début, c'est pour ça que j'ai appelé cette intervention jargon et langue de culture. Au début, c'était un peu réservé aux femmes, dans ce qui voulait dire un peu inférieur, quoi, dans l'idéologie de ces années-là, qui heureusement est terminée. Ça veut dire pour des gens de peu de culture. Ceci dit, ils savaient quand même tous lire, hein. Ça n'existait pas dans une famille juive qu'on ne sache pas lire, alors que dans d'autres familles, à la même époque, polonaises ou russes, les gens ne savaient pas tous lire, alors que dans les familles juives, tout le monde savait lire, au moins le yiddish et aussi l'hébreu, qui s'écrivent d'ailleurs pareil, hein. C'est pas très difficile de passer de l'un à l'autre. Et donc, c'était considéré comme un petit peu un truc pour personnes moins cultivées. Oui. Mais après, il y a eu un très grand investissement de cette langue par certains auteurs vers la fin du 19e siècle, qui lui a donné ses lettres de noblesse. Donc, on cite toujours Shalom Aleichem, que vous connaissez probablement de nom, et puis Mendel Mocher-Sforim, et Yitzhak Leibush Peretz, exactement. Ce sont les trois premiers grands auteurs. C'est surtout Shalom Aleichem qui est très connu, puisque donc c'est lui qui a écrit Tevye le laitier, qui a donné le violon sur le toit, cette comédie musicale qui a fait le tour du monde, qui est vraiment formidable, qui a été jouée à Strasbourg, là, à l'opéra, n'est-ce pas? Les Strasbourgeois l'ont vu, je suppose. Je suis allée avec… Ah, mais on ne vous entend pas, Martine, il faut ouvrir votre micro. Alors, Martine ou Martin? Non, Martine. Oui. Non, je l'ai vu aussi, j'habite pas Strasbourg. Hein. J'étais voir la pièce. Hein. Vous étiez, hein, ouais, c'était vraiment formidable. Et je l'avais encore vu avec Ivan Rebrov il y a très longtemps. Ah oui, la création française. 50 ans. Tout à fait, absolument. Alors c'était formidable et ça a fait un succès. Je suis allée avec ma petite fille, c'était formidable. La salle, elle était enchantée, les gens ont participé, ont applaudi, c'était magnifique. Bref, tout ça grâce à Shalom Aleichem. Qu'est-ce qu'on serait sans lui? Shalom Aleichem qui a écrit l'histoire de ça, de ce pauvre Tevye le laitier qui essaye de marier ses trois filles. De les marier, et pour chacune ça se passe, enfin il y en a plus que ça, mais c'est les trois, on voit le mariage des trois premières, et pour chacune c'est pire que pour la précédente, enfin pour lui en tout cas, comment il le vit lui. Donc ce sont les trois grands écrivains de la littérature yiddish au début, et puis après celui qui est le plus connu de tous, il est vraiment connu mondialement, c'est Isaac Bashevis Singer. Pourquoi est-ce que Isaac Bashevis Singer est tellement plus connu que tous les autres? Parce qu'il a pris la précaution de se traduire lui-même en anglais, enfin en américain. Ah. Il connaissait bien la langue, enfin il ne se traduisait pas vraiment, mais il suivait la traduction que faisaient ces différentes traductrices, c'était surtout des femmes, et il le suivait de près, et il l'a un petit peu… comment dire, rendu plus accessible à un public qui ne connaissait pas aussi bien
la base religieuse, de connaissances bibliques, talmudiques, midrashiques et tout ça que lui avait, parce qu'il avait vraiment une culture juive très profonde. Et c'est présent dans ses textes en yiddish, mais dans les traductions en anglais, moins. Il a essayé parce qu'il y a des allusions et des choses qui n'auraient pas été compréhensibles, même pas par un public juif, du moment que ce n'étaient pas des gens qui avaient grandi là-dedans, qui avaient fait le cheder depuis petit et qui avaient eu vraiment une culture juive très approfondie. Donc il a un petit peu, comment dire, lissé les choses trop spécifiques. Il n'a pas eu le prix Nobel aussi? S'il a eu le prix Nobel, exactement, 78. Et c'est vraiment, il est très très connu partout. Hein. Le problème toutes les traductions en français, par exemple, sont réalisées à partir de la version américaine. Donc on n'a plus jamais toute la richesse, parce que quand on passe vraiment au yiddish et qu'au bout de beaucoup d'années, on connaît un petit peu tout ça, et bien quand on le lit dans le texte, on voit que c'est beaucoup plus riche que les traductions françaises qui sont réalisées à partir de sa version américaine. Ouais. Je pense qu'il a essayé de faire quand même, comment on dit, Yiddish Farale. Un peu ça, tout à fait, tout à fait. Bon, c'est bien parce que grâce à lui, la culture yiddish est un petit peu connue et on ne va pas dire que, enfin, toutes ces histoires sont quand même profondément ancrées dans la tradition juive, on ne va pas dire le contraire. Comme Yentl, qui a donné aussi, n'est-ce pas, ce merveilleux film avec Barbra Streisand, c'est à partir de son histoire. Très, très, comment dire, prophétique aussi. Hein. C'est l'histoire d'une jeune fille qui veut absolument étudier et qui, pour ça, n'a pas d'autre choix que de se déguiser en garçon. C'est ça, pour moi, c'est un peu l'histoire des Yiddish, voilà, de la culture des Yiddish, par rapport aux femmes, par rapport aux Hébreux, par rapport à étudier, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas, comment, et tout ça. Et par rapport, j'ai une petite question, par rapport au cinéma. Parce que je pense qu'il faut toucher la littérature, le cinéma, les théâtres, voilà, et la musique. On a vraiment de toutes les disciplines avec les Yiddish. C'est vrai. Le cinéma, ben, il y a Yidl mit dem Fiedel. Yentl. Yentl, j'en ai parlé avant. Ouais. J'ai dit que c'était une comédie musicale. Vous m'entendez pas bien? Non, c'est très bien. Bon, Yentl, c'est Yentl. Ah, salut Doris. Salut. Eh ben, au cinéma, il y a le D-Book aussi. Hein, oui, alors, tout à fait. Alors, j'étais sur Yidl mit dem Fiedel parce que c'est le dernier film qui a été tourné en Pologne en 38 ou 37, je crois, vraiment à la toute fin, juste un peu avant la guerre. Avec Molly Picon. Voilà, c'est mon grand star à moi, Molly Picon. Ah, ben alors, il faut la suivre à travers toute sa carrière. Parce que dans Yidl mit dem Fiedel, elle est toute jeune. Elle fait une des trois klezmer. Et dans Le violon sur le toit, elle fait la marieuse, la Schatrenke. Et elle est très mignonne, elle est très, très marrante. C'est une super comédienne. Alors moi, j'ai intégré Molly Picon dans l'exposition par rapport à la culture des Yiddish. Voilà. Oui, elle est très intéressante. Ouais. Alors, il y a le D-Book qui est très ancien. Hein, je sais pas, mais alors, Doris, elle sait peut-être en quelle année ça a été tourné. C'est un très beau film. Alors là, on parle des choses très anciennes. Après, il y a Yentl. Doris, tu sais, le D-Book? Oui, il me semble que le D-Book a justement été tourné aussi juste avant la guerre. Ah oui, alors c'est aussi, mais je crois que c'est un peu avant. Peut-être un petit peu avant l'autre, mais c'est aussi fait avant la guerre de 39, bien sûr, en Pologne, et avec une extraordinaire chorégraphe là, qui fait cette danse de la mort qui est très très remarquable. Et puis c'est un film entièrement yiddish, bien sûr. Entièrement yiddish, Yidl mit dem Fiedel aussi. Et après, il y a des comédies. Il y a le chanteur de jazz, non? Le chanteur de jazz, voilà. Alors ça, c'est un des tout premiers films parlants, un des tout premiers, me semble-t-il, dans les années 20. Ah ouais.
Et ça s'est tourné en Amérique. Oui, 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 oui. Oui, c'est Jamais l'histoire du fils de Khazad qui veut devenir chanteur en Amérique et qui n'a pas d'autre choix que de se déguiser en noir, que de se peindre la figure en noir pour pouvoir chanter le jazz. Et il est rejeté, bien sûr, par sa famille parce que il quitte la Mamelotion et la culture. Et puis à la fin, son père est malade et il rejoint son père avant sa mort. Et il chante un Kol Nidre absolument à faire pleurer tout le monde. Ah. Oui, c'est une histoire très mélodramatique, quoi. Qui est-ce qui parle? Raymond Lévy, Alors, bonjour. c'est Raymond Lévy. On le voit pas? Ah, ben, je sais pas, j'ai soit l'image, soit le son, apparemment. Ah, d'accord. Ben, bonjour. Enchantée. Bonjour. Ben, merci, oui, merci. Ben, je l'ai jamais vu en fait ce film. J'ai jamais vu le chanteur de jazz, mais je vais. Ah, comme quoi, il faut toujours se déguiser en autre chose hein, pour réussir. C'est En ça. homme, en noir. Hentel, en homme, en noir. Et ça, Aujourd'hui, c'est un par problème. contre, aujourd'hui, si on fait ça, on ne risque pas de réussir. Hein. Ouais, Ça c'est s'appelle le black facing et ça va pas du tout. On va être à Paul Robson. Ah, il y a Paul aussi Robson qui a chanté en Anna yiddish. Rovina. Lidrot, Yom Tov. Et Astrid, Hannah Rovina. Ah, je connais pas. Voilà, elle a joué en 1920 Lady Book. Ah, Aussi magnifique. ah oui. Un chanteur de jazz, c'était avec, il était connu, Al Jolson, je crois. Ali Olson, c'est ça? Ouais. Et par Oui, rapport on au peut- théâtre, Ouais. Pardon, on peut peut-être aussi parler des films récents en yiddish, Oui. comme Menaché, par exemple, hein, j'ai l'impression que ça revient un petit peu à la mode. Donc, Menaché, c'est une histoire qui se passe à Brooklyn, enfin, dans le milieu chassidique de Brooklyn, qui suit un homme qui a du mal à élever son fils. Voilà, et ça, c'est un film entièrement en yiddish. Et puis, il y a aussi Sans la parler de la série Unorthodoxe que grâce au confinement tout le monde a vu, n'est-ce pas? Oui, c'était impressionnant. C'était ouais, c'était beaucoup en yiddish et beaucoup en anglais. Ouais, en allemand, à Berlin, tout le monde parle anglais. et il y a aussi le Stissel. La série Stissel. Stissel? Oui, C'est une série israélienne, Ah, ça c'est une série dans israélienne. l'orthodoxie. Ouais. qui est très bien. Qui est très bien. Là, on Ah voit oui. bien on voit bien la différence entre le judéo-alsacien. On avait Voilà, fait une c'est ça que émission- je voulais qu'on touche on un avait peu. fait une émission là-dessus. Et justement, l'alsacien, c'est surtout le dialecte. Tandis que le yiddish, c'est une langue, c'est une langue écrite, une langue complète. Les gens Ça, parlent yiddish, ils vivent en yiddish, tandis que le judéo-alsacien, c'est un mélange de dialectes. c'est devenu, on peut dire, le yiddish est Ouais. devenu. Il n'y avait pas vraiment en judéo-alsacien, c'est C'est des l'écriture patois, alsacien est c'est des marginale. dialectes. Oui, il n'y a pas de littérature en juillet. L'écriture est marginale. C'est ça. C'est- C'est resté une langue orale, ce qui C'est fait surtout- qu'il y a un surtout petit oral. peu de théâtre et un petit peu de poésie, Ouais, des choses qui sont. il y avait des pièces pour Purim, des choses comme ça, mais Voilà. c'était très limité. L'essentiel, c'est le dialogue, c'est le dialecte parlé. Oui, c'est ça, c'est ce qui fait la différence. Donc, ça a Ouais. privilégié un petit peu les moyens oraux, quoi, hein, comme artistiques oraux, comme le théâtre et la poésie. Parce que le judéo-alsacien, c'est un Tellement, mélange, le roman. de dialecte alsacien, justement, avec des déformations d'hébraïsme. C'est ça. Oui, c'était un peu utilisé comme l'argot, parce que comme une langue de l'entre-soi, Ouais, que Oui, c'est les ça. autres ne doivent pas comprendre. c'est Oui, ça. et finalement, ils comprenaient quand même. Oui, oui, bien sûr, comme Pour- toujours. Pour, Comme l'argot, oui, c'est la même chose. pour le commerce des Et disons, bestiaux, il n'y avait n'est-ce pas pas? toute C'était surtout ça. cette culture attachée à une langue, Ouais. comme c'est le cas pour le yiddish. Mais c'est venu vraiment de la volonté artificielle presque, vraiment de quelques-uns, là, ceux que je disais avant, quand ces trois auteurs essentiellement ont voulu réellement sortir le yiddish de ce statut de langue un peu d'entre-soi. Et ils ont, Il y a encore ils ont il y a encore des journaux yiddish, oui, je pense. en France, plus. Non, mais aux États-Unis. Aux États-Unis, il y en a peut-être encore un.
Il y a Fort Vert, je crois, mais qui est publié en anglais. Israël. Fort Worth, oui, à New York. Ouais. Je voudrais ajouter Et puis, ce que je voulais. Oui. Pardon. Je voudrais On ajouter n'a une plus Yoav, dimension- alors. Vous permettez? Non, Je attendez, voudrais je ajouter une veux juste. dimension soviétique. Alors, peut-être on attend avec les réactions et on laisse Astrid un peu. Ah, merci d'être réapparu, Yoav, parce que, non, c'est pas que je veux tenir le crachoir spécialement, mais c'est que quand il n'y a pas quelqu'un qui distribue la parole, Oui. d'après mon expérience de Zoom, eh bien, ça marche pas du tout. Voilà, on garde à la fin un peu notre discussion ensemble. Et voilà, peut-être. Moi, j'avais une petite question à toi, Astrid, parce qu'Alain, il a dit qu'on n'a pas de traces aussi de l'écriture des Juifs alsaciens, si j'ai bien compris. Oui. Voilà. Par rapport aux Yiddish, la première trace qu'on trouve, c'est de quelle année et où? Alors là, il y a eu. Alors là, je crois que ma sœur saurait mieux répondre à ça. Il y a eu des manuscrits, je crois qu'il y a un manuscrit de Cambridge qui est de 1400 et quelques. Après, un ouvrage imprimé en yiddish ancien, bien sûr, qui est vraiment une référence, c'est le Maïsebuch, le grand livre d'histoire. Ça s'est paru en 1602 à Bâle. Ça a été extrêmement bien étudié par Astrid Stark, qui en a aussi sorti, édité un facsimilé et une traduction. Donc, si vous vous intéressez aux yiddish anciens et à ce qui s'est fait donc, dans ces années très anciennes, eh bien, je vous recommande ce beau livre d'histoire, Aschein Maïsebuch. D'accord, merci. C'est vraiment une des premières manifestations. Après, il y a eu, comme l'a dit Astrid, le Tsenerene qui a eu beaucoup d'éditions. Ça, c'est de la littérature yiddish ancienne. Hein. Oui. Et ce que je voulais dire aussi, ce qui a fait du yiddish une langue de culture, c'est les nombreuses traductions qui ont été réalisées. De l'allemand vers le yiddish, de l'anglais vers le yiddish, du turc, de tout ce qu'on veut, du français vers le yiddish, ce qui n'existe pas du tout par rapport à l'alsacien, parce que puisque tous les locuteurs du judéo-alsacien, lisaient en allemand à l'époque, n'est-ce pas? Et donc, ils n'avaient pas besoin qu'on leur traduise la littérature internationale en judéo-alsacien. Alors qu'il y avait des gens en général, les gens qui parlaient le yiddish parlaient aussi la langue du pays, mais pas tous. Donc, il y a beaucoup d'auteurs qui ont mis beaucoup d'intérêt au fait de traduire la littérature mondiale en yiddish. Et ça l'a fait aussi accéder à devenir une véritable langue de culture. Oui, alors, si je peux intervenir une minute, on avait parlé du judéo-alsacien qui n'a pas eu d'écriture, ça c'est vrai, mais par contre, les gens qui habitaient en Alsace lisaient le yiddish classique, enfin par exemple le Tsenerene était tout à fait diffusé en Alsace. Hein, et on en a trouvé là dans la Geniza qui a donné lieu à l'exposition. Oui, il a été traduit même. Problème de lire un texte en yiddish oriental, si on peut dire, mais finalement, ils arrivaient très très bien à lire tout ça. Hein. Il y avait des pièces qui étaient écrites en alsacien, mais pour le parler, c'était pas de la littérature. Mais est-ce que celles-ci, vous le savez, vous, Alain, est-ce qu'elles étaient écrites en caractère hébraïque ou en caractère latin? Au départ, elles étaient écrites en caractère hébraïque. Mais c'est très vite, ça a vite changé, puis ça a été transcrit simplement. Mais il y a pas beaucoup de pièces qui ont été vraiment écrites. Les premières pièces qui ont été écrites, c'était au XIVe siècle. Ah oui. Mais après, ça c'est tombé, c'est un peu disparu, sauf des pièces qui ont été écrites au 19e, au début du 20e, pour écrire des pièces qu'on jouait à Purim, des pièces humoristiques. Mais là, André Blum, oui. Hein, n'est-ce pas? Nous avons monté des sketchs de André Blum qui étaient excellents. Oui, oui. Mais c'était pas tout. C'était ponctuel, c'était pas quelque chose de suivi. Il y avait un journal qui avait été publié en caractère hébraïque, Israelitische Stimme à Mulhouse. Ah bon? Oui. D'accord. Alors, on peut parler de ça, ce qu'on appelle la translittération.
le yiddish, c'est une langue juive, ça s'écrit en caractère hébraïque, bien sûr, mais par exemple, dans tous les recueils de chansons, les chansons sont écrites en yiddish. Il y a bien sûr une traduction en anglais parce que pour la plupart, ce sont des recueils américains. Mais il y a aussi la translittération, donc en lettres latines, et qui est un système qui s'est imposé progressivement, qui est assez efficace, qui ne part pas du fait que beaucoup de mots en yiddish, comme je le disais, viennent de l'allemand. Ça ne s'écrit pas comme en allemand, ça s'écrit vraiment syllabe par syllabe de manière phonétique. Et c'est une translittération très efficace et qui marche bien même sur la toile, comme on dit, sur le net. Beaucoup de gens communiquent entre eux en yiddish, mais en écrivant en caractère latin. Tout le monde n'a pas un clavier hébraïque. Le yiddish, ça ressemble beaucoup à l'hébreu, mais ce n'est pas exactement pareil du point de vue de la phonétique. Donc, voilà, tous les Français ont du mal à avoir, par exemple, un clavier hébraïque. Après, c'est difficile à taper, tout ça. Donc, on écrit en translittération. À ma connaissance, il y a un endroit où on peut trouver, ou peut-être deux, où on peut trouver des mots ou des morceaux de phrases en judéo-alsacien. C'est sur les stèles des cimetières. Dans les épitaphes, on peut trouver parfois des expressions ou de Yiddish-Deutsch. Et aussi sur les registres des synagogues, quand on les retrouve. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Nous, on Et a puis aussi, on a retrouvé aussi on a retrouvé à Saverne nos registres du marché aux bestiaux. Il y a des phrases qui sont écrites en judéo-alsacien avec des caractères hébraïques. Voilà, c'est ça. Ça, c'est en fait. Au musée juif de Berlin, on entend, c'est un document extraordinaire, c'est très ancien, hein, de deux personnes, des Heimeshandler, hein, comme on les appelait, qui marchandent en judéo-alsacien. À Berlin? Oui, au musée juif de Berlin. Il faut aller jusque là-bas. Non, il y avait un enregistrement pour la source de vie de deux marchands de bestiaux typiquement alsaciens. Il s'agissait de M. Kahn de Mutzig et de M. Wolf de Kolbsheim, qui ont fait une discussion entre eux, comme s'ils effectuaient une vente d'une bête entre eux. Mais c'est peut-être ce document-là qu'ils ont à Berlin, je ne sais pas. Et vous pouvez l'écouter sur le site internet du Judée d'Alsace et de Lorraine, parce que l'émission et cet enregistrement en particulier y figure. Ouais, c'est vraiment intéressant, hein, le vocabulaire spécifique à ça, au marchandage. Voilà. Et on voulait sur le site, justement, sur le site du judaïsme alsacien, on voulait développer. On est en train de voir pour trouver des gens qui peuvent encore dialoguer. Il y en a très peu, mais on en a trouvé quelques-uns et on a des projets avec, justement sur le site pour permettre de les découvrir. J'en profite pour faire un peu de publicité, puisque cette semaine, je pense que jeudi, on va recevoir la livraison de la réédition du Lexi Curie, le judéo-alsacien, un parler qui s'éteint, qui est un bouquin qui était épuisé et que nous avons réédité au musée judéo-alsacien de Bouxwiller et qui va être en vente à partir de la semaine prochaine. Ah oui. Très bien. Très bien. Très bien. Astrid, maintenant, peut-être on peut parler un tout petit peu de ton travail. Un tout petit peu, pas beaucoup. Qu'est-ce que tu fais, et comment, et pourquoi, et tout ça. Ah là 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 là. Alors, quand j'ai rencontré… Je m'excuse, mais peut-être qu'on peut parler du théâtre, je pense que c'est peut-être ça que dont tu voulais parler, là, de l'histoire du théâtre. On peut continuer, terminer avec le théâtre, oui, voilà, avant de ça. Alors, qui veut parler? Astrid, tu veux parler de théâtre Alors, non, je préférais parler de… Doris, tu m'as coupé. Non, je voulais dire… Jamais trahi que par les siens. Comment? On n'est jamais trahi que par les siens. C'est pas vraiment une trahison, mais c'est vrai que quand on est lancé sur quelque bien chose… sûr. À Galère à Moël, il l'a coupé. Voilà, Astrid, c'est à toi. Enfin, ça se recoupe un petit peu.
Puisque en premier, quand j'ai rencontré Raphaël, lui, il était vraiment comédien et spécialisé en yiddish, bien qu'il avait joué en Israël beaucoup. Hein, il a été nommé meilleur comédien israélien, donc en ivrite. Et il n'avait pas énormément joué en yiddish, en fait. Mais en arrivant à Strasbourg, c'était ça son intention. C'était de créer une espèce de théâtre yiddish à Strasbourg. Et en tout cas, partiellement, on a réussi. Ce qu'on n'a pas réussi à avoir, c'est une salle. Alors, c'est sûr que si on est éternellement, puisqu'on se nomme le théâtre en l'air, le Lufttheater, et on est resté, ça nous va bien, quoi. On est resté éternellement en l'air, on n'avait pas de lieu d'attache. Donc, vous avez vu à la choucroute une fois, il y a longtemps. On a beaucoup joué à la choucrouterie, oui. Roger Siffert a toujours été, et toujours encore, hein, on y joue encore. Chaque année, quand le spectacle que je monte avec ma chorale, qui s'appelle Lo mehr singen, chantons, joue 2-3 fois avant dans une salle et puis est invité toujours pour la fête de la musique le 21 juin où on est où la fête de la musique à la choucrouterie est la fête de la musique yiddish. Mais autrefois, oui, quand on jouait avec Raphaël, entre à peu près de 92 et 2012, je crois qu'on a arrêté ensemble en 2012, oui, c'est ça. Eh bien, on montait bon an, mal an, une pièce par année, et puis donc en allant chercher dans le répertoire du théâtre yiddish ou en faisant des adaptations que faisait donc ma sœur Doris, une fois du Singer, une fois du Sholom Aleichem, une fois du Itzik Manger, plusieurs fois Itzik Manger d'ailleurs, etc. Donc des adaptations qui étaient, comme je le disais au début, à moitié en yiddish et à moitié en français. Et puis, donc moi, je suis quand même plus chanteuse, donc j'ai chanté aussi longtemps avec ce groupe qui a été très très connu, qui s'appelait les Yiddish Mamas et Papas, à peu près entre 1997 et 2002-2003, puisque vous savez que malheureusement, il y a eu ce drame en 2001 au château de Portalès, enfin au parc de Portalès, et c'était pendant un concert de ce groupe. Alors, ça a été très, très violent, absolument terrible. Donc, après, on a encore un petit peu tourné et joué, mais voilà, c'est différent après ce grand drame. Après, on s'est arrêté. Mais moi, j'ai continué, j'ai enregistré encore d'autres CD avec, en petit groupe, enfin, où je suis la seule chanteuse, accompagnée par un accordéoniste et un contrebassiste ou un accordéoniste et un violoniste, suivant les CD. Voilà, et ça c'est mon activité en tant que chanteuse. Et puis depuis 2000, je sais plus, 15, quelque chose comme ça, 16, j'ai commencé donc cette chorale. J'ai monté ce groupe vocal, d'abord au Centre culturel alsacien. On a répété pendant des années, en jouant chaque année un spectacle dans une salle strasbourgeoise. Et puis maintenant, on est dans cet endroit formidable qui s'appelle Nous Tous, N2OT2OS, pour dire que c'est vraiment, qu'on accueille vraiment tout le monde. C'est la paroisse Saint-Pierre-le-Vieux protestante qui a été désacralisée et transformée en lieu culturel. C'est très bien. Ça a été très, très bien refait. Il y a un pasteur qui est à la tête de ce lieu qui accueille très bien, qui accueille tout le monde. Chacun peut trouver une salle de répétition et une ambiance vraiment exceptionnelle. Voilà, c'est là que nous répétons et puis nous jouons suivant ce qu'on trouve. L'année prochaine, en 2021, puisque ce qui avait été prévu en 2020 est reporté à 2021, on jouera au Fossé des 13 à Strasbourg. Mais là, on va jouer probablement à Bergstedt. Et puis, à nouveau, on est invité, alors cette fois-ci, c'est pas moi toute seule, c'est la chorale, qui est invitée à chanter à la cathédrale le 15 octobre. C'est le prélude à ce festival qui marche très très bien, qui s'appelle Sacrée Journée. Le festival invite en général des gens très très connus, un petit peu de partout, hein, puisque c'est dans l'interreligieux, donc des moines bouddhistes ou des gens qui chantent en arabe ou toutes sortes de représentations des différents cultes. Et ça, ce sont des gens, des professionnels. Mais dans un premier temps, il y a ce qu'ils appellent le prélude à ces sacrées journées. Donc, c'est en octobre. Là, ce sont des groupes locaux qui sont invités. Et puis, voilà, nous sommes
ceux qui chantent en yiddish, qui vont représenter le judaïsme. Il faut aller à la cathédrale pour chanter des yiddish. Alors, c'est effectivement une bonne remarque parce qu'avec mon amie Isabelle Marx, qui était également chanteuse, nous rigolons toujours en disant, elle a déjà chanté dans une mosquée, moi j'ai souvent chanté à la cathédrale, mais là où on ne peut pas chanter, c'est dans les synagogues. Voilà. En tant que femme, je dis bien. Là où il faudrait que je fasse comme Yentl. Il faudrait que je fasse comme Yentl et que je me déguise en homme. Ouais. Il faudrait qu'on pense à vous aussi pour le mini-festival de musique juive de Dinkviller et environ. De pays de Hanau. Oui, avec plaisir. On y a déjà été, mais on y reviendrait volontiers. On peut voir ça avec le musée. Hein. Oui. Avec plaisir. D'accord. Écoutez, il nous reste encore 10 minutes. Est-ce que peut-être là, on ouvre la table voilà, pour tout le monde. On était déjà très animés jusque-là, mais oui. Voilà, mais peut-être si vous avez des questions ou quelque chose à dire, on profite maintenant. Oui, Martin. Une question pour le Centre culturel alsacien où vous chantez. Je peux étudier l'orientation de ce centre. Et je me demande si les gens qui viennent chanter avec vous, c'est des gens qui ont plutôt une orientation autonomiste alsacienne, qui cherchent le lien entre l'alsacien et le yiddish des juifs alsaciens. C'est un peu dans cette direction ou c'est un public de tout? Autonomiste, c'est vraiment exagéré. Peut-être exagéré, mais dans la direction de chercher les sources alémaniques et yiddish, voir le commun entre les deux cultures, parce que je vois l'intérêt des autonomistes pour la culture juive. Encore une fois, autonomie, je n'emploierai pas ce mot, mais des gens qui s'intéressent à la culture alsacienne, qui sont alsaciens. Il y a beaucoup d'Allemands aussi. Oui, d'Allemands. Oui, il y a beaucoup d'Allemands qui vivent à Strasbourg, hein, qui ont eu envie d'apprendre l'alsacien ou d'entendre des textes dits en alsacien pour voir un petit peu les rapports aussi entre l'alsacien et l'allemand. Et quand ils apprennent qu'il y avait, hein, parce que je n'y suis plus maintenant, qu'il y avait un groupe qui s'intéressait au yiddish à côté, eh bien, ils venaient par curiosité voir les liens, effectivement, comme vous dites, entre la culture alsacienne et la culture juive. Les gens adorent trouver dans l'alsacien des mots qui sont d'origine hébraïque, puisqu'il y en a. Il y en a beaucoup même. Il y en a, oui, pas tant que ça. Hein. On dit toujours qu'il y en a beaucoup et après, quand on les cherche, on est assez vite arrêté. Mais il y en a, effectivement. Alors, ils sont tout contents de rencontrer ça et puis voir plus, quoi. Après, il y en a plusieurs qui restent parce que mon groupe est vraiment super intéressant parce qu'on est à peu près la moitié de juifs et la moitié de non-juifs qui sont même des croyants. J'ai une jeune femme chrétienne, croyante, qui est restée pendant plusieurs années. Elle, c'était plutôt un intérêt interreligieux, plus que linguistique dans son cas. Mais il y a de tout. Moi, je pensais plutôt dans la direction de la culture, les sources des cultures alsaciennes et juives, le commun de la langue. Ouais, oui, il y a ça, oui, bien sûr. Il y a aussi le fait que la culture alsacienne n'est pas ce qu'on veut en faire dans les clichés, c'est-à-dire une sorte de ressucé de la culture allemande, du folklore allemand du 19e siècle, qui est une horreur, alors qu'il y a une culture alsacienne qui est tout à fait différente et qui est un mélange de cultures. Bien sûr, il y a l'allemand, mais il y a aussi le yiddish, et il y a aussi du français, et il y a aussi beaucoup d'autres influences, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que ce public qui fréquente le centre culturel alsacien et qui vient pour étudier le yiddish, c'est très intéressant. Déjà, c'est plus facile pour eux d'aborder le yiddish, n'est-ce pas, puisque la base est quand même germanique. Au niveau de la prononciation, c'est assez simple. Alors que quelqu'un qui est vraiment francophone, c'est difficile, quoi, ça. Ou quelqu'un qui est franco-italien ou franco-espagnol, ou je sais pas, toutes ces langues, elles n'ont vraiment pas beaucoup de rapport avec le yiddish. Ils ont beaucoup de mal. Les Alsaciens et les Allemands rentrent très facilement dans cette langue. Voilà. Yoav, on a encore un peu le temps?
Alors, il nous reste encore quelques minutes, oui, bien Ah sûr. ben, j'aimerais bien qu'on entende Astrid, si elle veut bien nous interpréter quelque chose en Ah, yiddish. je pensais que c'est toi qui voulais nous chanter, Laurent, mais Ah, D'abord, mais Ah j'ai oui, pas, ça aurait été bien j'ai aussi. pas une bonne voix, je connais pas les chansons yiddish encore. Je les ai Non. entendues, mais je ne les connais pas par cœur. Ah, On il vous a passe dit le pas micro. encore. Il a dit pas encore. Alors c'est vrai, ça nous laisse un. absolument. C'est toi, enfin, Yoav, non, Loïka a envoyé un truc à Raymond, n'est-ce pas? Cette Oui, il y a un truc que chanson. j'ai reçu hier soir là, qui montre que le yiddish réagit sur le coronavirus. Donc c'est vraiment une langue vivante, quoi. C'est ça. C'est extraordinaire Elle est très chouette, la chanson, elle est très bien, je l'ai écoutée. Parce qu'il y a eu un truc marrant, il y a eu une de mes amies, elle s'appelle Catherine Fender, elle est chef de chœur à Strasbourg, et elle a écrit un petit canon, je ne sais pas si vous l'avez entendu, parce qu'il a beaucoup circulé en français. Et après, elle s'est amusée à le faire traduire dans plein de langues. Alors en alsacien, en allemand, en italien, en truc, en japonais même. Et ça a été un peu un buzz, comme on dit aujourd'hui, ça a pas mal circulé. Et un beau jour, elle me téléphone en me demandant si je voulais bien faire la traduction. Enfin, elle avait déjà été faite partiellement par une amie à elle de Lyon. Elle me l'a envoyée. Elle trouvait que ça tombait pas très bien sur la musique. Est-ce que je pouvais la revoir, etc. Donc, il y a eu effectivement une version yiddish de ce Corona Song pour dire qu'effectivement, on s'adapte aux situations. Non, il faut savoir qu'aujourd'hui, à nouveau, depuis dizaine d'années, on va dire, bon, peut-être même un petit peu plus, il y a à nouveau des gens qui écrivent en yiddish des chansons et des poèmes, et voilà, peut-être pas des grands romans, mais des formes courtes comme ça, des poèmes et des chansons. Il y a un nouveau répertoire. Alors, On vous écoute. est-ce que tu vas répondre à la demande de Laurent? Il est un peu gonflé, hein. Il a qu'à venir me voir. Il habite à Strasbourg. Il a qu'à venir me voir quand je. Écoute, là, il est dans le sud. Alors, donnant, Astrid. Il a les droits. Non, bah, allez, je vous fais une petite strophe de Yankele, ma chanson préférée, très connue. Ah, je vais pas parler de mort très Gebertig, mais je peux pas parler de tout le monde. Ah, oui. Gebertig, il écrivait les paroles et la musique de ces petites chansons, de ces petites ballades ou berceuses, ou un peu dans tous les registres. Il a aussi écrit des chansons de lied, des chansons engagées. Et celle-ci, c'est une berceuse très très connue, Yankele. Alors, c'est la maman qui berce son enfant et qui lui dit de dormir, évidemment. Et c'est très beau parce qu'elle le voit déjà grandir et devenir un Talmud Chochem, donc un spécialiste du Talmud, devenir un fiancé bientôt, sous la choupa, il va se marier, et un Geniter Seucher, un marchand avisé qui va avoir une affaire qui va bien marcher. Mais en attendant, il est quand même dans ses bras et il fait pipi au lit et il la réveille la nuit, etc. C'est très très beau parce c'est vraiment dans le présent et dans le futur à la fois. Elle lui trace un avenir brillant tout en réalisant qu'en fait, il est encore un petit bébé. Alors, je vais vous chanter la première strophe. Schlafe mir schon, Yankele, mein Schöner, die Egele, die Schwarzinke macht zu. A Jingele, was hat schon alle Zähndele, muss noch die Mama singen, ei Lulu. A Jingele, was hat schon alle Zähndele, muss noch die Mama singen, ei Lulu. Magnifique. Magnifique. Super. Bravo. Quand on lui dit, je commence à pleurer. Tout de suite? Pourquoi, mais voilà, les mamelouchen. Ah, c'est fou ça. Super. Vous n'avez même pas besoin d'entendre la Yiddish mam pour pleurer. Ouais, le Yiddish, je pleure. Parce qu'avec la Yiddish. Est-ce que tu connais Mandelbaum? Oui. Je ne me rappelle plus très bien comment c'est. Sitzt unter dem Mandelbaum, chanson de.
je crois. Chava Alberstein, je pense, je ne la connais pas bien. En général, la chanson qui marche à tous les coups, si on veut faire pleurer son auditoire, c'est la Yiddish Mam. Oui, bien sûr. Mais est-ce bien nécessaire de faire pleurer son auditoire? Mais j'avais aussi découvert à l'autre bout de la chaîne, justement, qu'au niveau du Bund, il y avait des chansons syndicalistes aussi. Tout à fait. Alors, Bertik était bundiste. Oui. Et il y a des chansons de lutte de lui. Il était bundiste. Oui. Ah oui, alors il y a tout. C'est ce qui est extraordinaire dans le répertoire de la chanson. Il y a tout. Ça Et dans le traverse. soviétique Heimland, Alors- le journal communiste des Juifs à Birobidjan, il y avait toute l'idéologie soviétique là-dedans et aussi Oui. l'art soviétique, jusqu'à Tout à ce que fait. ça ait été liquidé par Staline. Tout à fait, en yiddish, Et tout c'est ça. d'ailleurs un phénomène très intéressant, comme ça essaye de liquider l'aspect juif de Yiddish. Ils ont commencé à écrire les mots en hébreu avec des voyelles. Comme les mots en hébreu ne sont pas avec des voyelles. Chaber, c'est chet, bet, resh. Alors ils ont commencé à écrire chaber, chaf, aleph, bet, ein, resh. Ils ont, pour adapter ce hébraïsme qui est dans le Yiddish au germanisme du Yiddish, pour liquider le phénomène juif qui est dans, c'est un phénomène très intéressant. On peut suivre le soviétique Heimland jusqu'à à l'arrêt de sa publication, un phénomène très intéressant. Et Tout à ça fait. nous est revenu avec les immigrants soviétiques qui sont venus à partir de 1970. Ah, en Israël, ouais. Oui, j'ai eu beaucoup de contacts. Et comme moi, je n'ai pas la gueule marocaine, alors on m'a toujours adressé la parole en russe. Quand j'étais à Beersheba, si tu es ou marocain ou russe, alors on m'a adressé en russe. Et j'ai toujours dit, Irait Yiddish. Ah, j'ai vu les gens, c'était vraiment pour eux le paradis à quelqu'un qui comprend le Yiddish. C'est un contact très intéressant, très Ah, oui. chaleureux avec les immigrants. Ah oui, extraordinaire. Ouais, Ouais. extraordinaire. Ça a servi aussi pendant la guerre avec les soldats américains pour se faire comprendre dans les communautés alsaciennes ou françaises. Oui, sans doute, sans doute. Mm. Astrid, Oui, est-ce que vous avez été en contact avec Monsieur Gottwarstein, Sam Gottwarstein à Strasbourg? non. Vous avez entendu parler de lui? Oui, ça me dit quelque chose que non. Enfin, il était un des très graves malades du virus. Bon, alors, Sam Gottwarstein, son père, était un spécialiste du yiddish et à l'université de Paris. C'est un monsieur qui a fait des très, très hautes études et des recherches de yiddish. Et si vous voulez être en contact avec lui, je peux vous donner ses coordonnées. Il a des tas et des tas de documents et des tas de trucs concernant le yiddish que son père avait recherché. Mhm. Ah, super. Si vous voulez, je vous donne son numéro de téléphone. Vous voulez l'écrire? Je vous le donne vite. Oui, ça pourra plus intéresser ma sœur. Moi, je ne suis pas chercheuse. Hein. Je suis pas chercheuse. Oui. Et puis en plus de ça, c'est un monsieur qui fait du piano, qui est musicien, qui adore tout ce qui est culturel. Donc vous serez peut-être intéressé à le contacter. C'est un monsieur merveilleux. D'accord, ben donnez-moi son numéro. Son numéro, c'est donc Sam Gottwarstein, 03 88. Attendez, je vais vous dire 0033 88 36 68 40. Ok. Merci. Je peux intervenir. Moi, je connais Sam Gottwarstein, je le connais par ailleurs. Et je voulais aussi dire que j'ai vu des traductions du yiddish faites par un monsieur Gottwarstein, mais je ne savais pas que c'était le père du Sam que je connais. Mais effectivement, il a fait Tout à fait, ouais. Et il a fait vraiment des recherches. Ouais, il a fait des recherches. Je connais moins, mais des traductions, je sais. Oui. Bon, Astrid, Oui. voilà, et je pense qu'on peut continuer aussi à parler de plein de disciplines de Yiddish. Et voilà. D'abord, merci énormément pour ça. De rien, avec plaisir. Voilà, merci à vous tous. Merci. Est-ce que je peux poser On pourrait poser une question encore à Astrid? Astrid, est-ce que vous connaissez le chant Bells, Mein Städter Bell? Ah, mais qui ne connaît pas Bells? Qui ne connaît pas Bells? Ça aussi, ça fait bien pleurer. Ouais, mais c'est très beau. Parce que c'est nostalgique, c'est sur le. Bah, le Yiddish. Pas directement, pas obligatoirement l'Holocauste, mais tout ce qui est perdu, quoi. Tout ce qui est perdu, le monde perdu du Yiddish. Oui. Le monde perdu. Ouais. Il est dans notre spectacle, le dernier spectacle que j'ai monté qui s'appelle Cabaret Yiddish. On chante aussi des choses comme ça très connues. Il y a la Yiddish Mam, il y a Bells. Voilà. Alors, les prochains spectacles qu'on peut voir. Alors, je suis en tractation avec
c'est beaucoup les protestants qui nous invitent. Les protestants s'intéressent beaucoup à la culture juive. Ouais. C'est à Bergstedt. Il y a une belle salle de spectacle et je suis en contact avec le pasteur. Ça va peut-être se faire. Je ne peux pas encore vous le dire vraiment parce que le contact vient juste d'arriver. Après, il y a le 15 octobre donc à la cathédrale, mais on est à 3 groupes dans la même soirée, n'est-ce pas? Puisque il faut toujours que ce soit interculturel, il faut toujours qu'il y ait 3 groupes. C'est le principe de ces sacrées journées. Et puis, après, le nouveau spectacle cette année, qui est autour de cet écrivain très, très connu et très intéressant de la culture yiddish, qui s'appelle Itzik Manger. Ce spectacle-là aura lieu les 1er et 8 juin 2021 au Fossé des 13. On a le temps de se préparer. Super. Encore une fois, merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Schönen Dank. Merci Yoav. Allez, à bientôt. Au revoir. Grüße Steuer. Abigesind. Sei mit Masel.